C'est assez abstrait, je me rappelle plus trop, mais je sais que j'ai jamais été en guerre avec l'argent. Je sais que j'avais des préjugés, je me disais que l'argent c'est pour les gens qui ont de l'argent. Placé en bourse, je me disais que c'est pour les gens qui ont accès à ces milieux-là. Je me disais aussi que devenir propriétaire, ça ne sera jamais mon cas parce que j'ai pas d'héritage. Vraiment, toutes ces choses-là, je me disais, c'est pas pour toi, ce sera jamais pour toi parce que tu y accéderas pas, quoi. C'était juste c'est pas possible. Bienvenue dans Unlocked, le podcast de Swissquote qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent notre manière de penser l'argent, l'investissement et la liberté financière. Aujourd'hui, nous recevons Janice Kerschbaumer, entrepreneur, créatrice de contenu et fondatrice de Coach Ton Budget, puis Coach Ton Business. Janice est devenue l'une des voix les plus suivies en Suisse francophone sur les thèmes de la finance personnelle, de l'indépendance financière et de l'entrepreneuriat en partant d'un constat simple. Reprendre le contrôle de son argent, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Salut Janice, comment ça va ? Salut Igor, écoute, trop bien et toi ? Très très bien, merci. Bienvenue dans Unlocked. Merci beaucoup. Aujourd'hui, moi j'ai envie de te poser une question pour introduire pourquoi tu es là dans le podcast. C'est pour parler d'argent. Parler de thunes, ouais. Ouais, parler de thunes, mais la thune c'est un sujet tabou, non ? Ouais, malheureusement, oui. Et pourquoi, selon toi ? Je pense qu'il y a il y a quelque chose de très générationnel avec l'argent qui fait que nos aînés considèrent ça de manière taboue. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se brise de génération en génération où l'argent est de moins en moins tabou. Et j'espère participer à ça, en fait. J'espère participer au changement d'état d'esprit par rapport à l'argent. Et tu parles de génération, pourtant, une génération entière gagne de l'argent, mais n'arrive toujours pas à se sentir libre. C'est quoi ton avis sur ça, peut-être pour introduire les gens au sujet de l'argent ? De manière pragmatique, en fait, l'éducation financière n'est pas faite à l'école. Donc, en plus, l'argent, c'est quelque chose de très inégal. On ne naît pas tous dans des familles riches ou des familles pauvres. Donc, de base, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était unifié. En plus, il n'y a pas d'éducation, donc c'est assez logique qu'il y a des disparités sur la manière de le gérer. Et on aime bien l'éducation ici. Alors, parlons d'éducation. Si tu devais tout réapprendre sur l'argent aujourd'hui, par quoi faudrait-il commencer ? C'est une bonne question, ça. D'ailleurs, on me pose souvent la question par rapport aux enfants, comment est-ce qu'on les éduque financièrement ? Écoute, moi, je pense que la base, c'est de faire la paix avec les chiffres, de prendre conscience que c'est des vases communicants, que ça va, ça vient, ça part, mais c'est surtout de comprendre qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de son argent. Alors, comment on le gagne quand on est salarié, c'est assez facile, parce qu'en général, on a une seule source de revenus, puis c'est tout, mais c'est comment on le dépense, en fait. Parler d'argent, tu crois que ça va nous rendre financièrement libre ou ça va nous rendre obsédés ? Ah non, mais je pense que ça dépend qui déjà. Je pense que déjà d'en parler, ça aide à comprendre, à avoir des déclics. Et d'ailleurs, je pense que des podcasts comme ça, des épisodes comme ça, moi, c'est ça qui m'a aidé aussi à l'époque à prendre conscience de ce que c'était, puisque je fais partie des gens qui n'ont pas eu d'éducation financière et qui ont même grandi dans la précarité. Ça doit nous faire prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de l'argent, quoi. On va parler de ton background. Tu l'as introduit. Comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans ? Ton environnement n'était pas forcément le plus facile. Peut-être dis-nous-en un peu plus si tu peux. Hein. Long story short, j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas d'argent. Mon papa est décédé quand j'avais 10 ans. Ma mère n'a pas jamais su gérer son argent. Beaucoup aussi de préconçus de la vie. Il faut se trouver un mari qui a de l'argent et puis être tranquille financièrement avec quelqu'un qui gagne bien sa vie. C'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et en fait, j'ai quitté le nid familial très jeune à 18 ans. Je suis arrivée en Suisse avec rien du tout, puisque forcément, quand on n'a rien, on arrive avec rien. Et j'ai toujours été débrouille, en fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est que quand on n'a rien, en fait, on n'est pas forcément malheureux. Donc j'ai toujours pu me débrouiller et jusqu'à que j'arrive à ma position de rêve financièrement, dans le sens où j'avais un très bon salaire, je gagnais bien ma vie, j'étais dans mon job de rêve. Et quand même, en fait, j'avais toujours pas d'argent. Et c'est là que ça a fait tilt. Et du coup, t'es passé de ça à une influenceuse finance, en fait, c'est ça ? La vie est folle. Du coup, beaucoup de gens t'ont découverte sur TikTok, sur Instagram. Peut-être tu peux aussi te présenter aux gens qui ne te connaissent pas du tout. Donc, tu pars de ce background, comme tu disais, et puis là, tu deviens ce qu'on appelle finfluencer, donc influenceuse finance, en parlant de budget. Pour ça que t'as lancé Coach Ton Budget. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant ça ? J'ai un background très marketing. Donc, j'ai fait bachelor en économie d'entreprise. J'ai été dans des startups, puis dans des PME comme Coca. J'ai été ensuite en multinationale avec Sky, la chaîne de télévision anglaise, si on peut appeler ça le contexte multinational. C'était quand même un contexte un peu international. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé le marketing. J'aime les chiffres, en fait. J'aime voir que tu fais une action, ça a une répercussion sur une autre. Et l'argent, c'était un petit peu ça. Je pense qu'aussi en moi, j'ai ce truc de la gestion des ressources, de manière générale. Tu sais, faire aussi l'inventaire à la maison, voir qu'est-ce que tu as. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien les ressources de manière générale et l'impact des chiffres.
Et en fait, à force de moi-même m'éduquer sur la finance perso, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un moyen clair en Suisse de comprendre comment ça marche. Et le fait d'être étrangère aussi à la base, bah, il faut comprendre en fait les impôts, comment ça marche, l'assurance maladie, tout ce qui touche juste à la manière de gérer sa prévoyance aussi. C'est pas quelque chose qu'on m'a expliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de Suisses aussi qui savent pas comment ça fonctionne finalement. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, je vais poser un endroit où tout est expliqué. Comme ça, on peut comprendre et on prémâche le travail des conseillers financiers, des banques, de toutes ces institutions en fait qui n'ont pas cette base d'éducation financière et qui doivent, eux, éduquer leurs clients, qui ne le font pas forcément, et qui va créer aussi des erreurs sur les choix des investissements ou des placements ou je ne sais quoi. L'éducation, c'est super important, hein, même quand tu es une institution financière. Je pense que l'éducation, ça a une place aussi. Ouais. J'ai envie de te parler de ta relation à l'argent à ce moment-là, d'ailleurs, quand tu savais pas forcément ce qu'il fallait faire. Après coup, maintenant que tu connais des choses, c'était quoi ton positionnement à cette époque? C'est assez abstrait, je me rappelle plus trop, mais je sais que j'ai jamais été en guerre avec l'argent. Je sais que j'avais des préjugés, je me disais que l'argent c'est pour les gens qui ont de l'argent. Placé en bourse, je me disais que c'est pour les gens qui ont accès à ces milieux-là. Je me disais aussi que devenir propriétaire, ça ne sera jamais mon cas parce que j'ai pas d'héritage. Vraiment, toutes ces choses-là, je me disais, c'est pas pour toi, ce sera jamais pour toi parce que tu y accéderas pas, quoi. C'était juste c'est pas possible. Est-ce qu'à l'époque, tu pensais que travailler plus te permettait d'avoir plus d'argent? Et c'est quoi ton avis maintenant sur ça? Non, j'ai jamais été comme ça. Même si factuellement oui, parce que quand j'étais étudiante, en fait j'ai toujours fait plein de projets à côté. D'ailleurs ça étonne toujours les gens, mais quand j'étais étudiante, j'ai réussi à mettre 17 000 francs de côté. Alors que je gagnais, je crois que j'avais 2600 francs avec ma rente d'orphelin. Et j'en suis toujours, mais comment t'as fait? En fait, je rentrais tous les week-ends, j'économisais ce que je pouvais, j'avais un tout petit loyer, j'économisais partout où je pouvais. Et en fait, de ce constat-là, oui, j'ai pensé à un moment que gagner plus me rendrait plus riche, mais c'était juste que j'avais pas conscience des mécanismes pour m'enrichir. Et en fait, une fois que j'ai été complètement full-time salarié, là, je me suis rendu compte qu'il y avait le plafond de verre du salaire. Et qu'en fait, oui, on peut se former, oui, on peut avoir, je sais pas, des MBA, des CFA, des je ne sais quoi pour augmenter son salaire à soi, mais il y a forcément un plafond de verre et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à investir en bourse parce que j'avais pas assez d'argent pour avoir des bons résultats en fait. Enfin, c'est pas les résultats qui étaient mauvais, c'était la quantité que j'avais qui était pas suffisante en fait. Et du coup, maintenant, tu as lancé Coach ton budget, c'est sûrement parce que tu sais de quoi tu parles quand tu parles de budget, je suppose. Ouais. Tu as commencé, je suppose, en partageant ta propre expérience. C'était quoi la première prise de conscience sur ta relation d'argent? Très sincèrement, il n'y a pas eu un déclic. Il y a eu une question fondamentale, c'est pourquoi j'ai jamais d'argent. C'est sûr et certain, mais il n'y a pas eu un déclic, il y en a eu plein de petits. Et il y avait ce drive aussi, parce qu'il faut quand même comprendre que Coach ton budget, c'est un produit digital qui a été vendu et qui est toujours vendu aujourd'hui. Et on a d'ailleurs eu plus de 1500 clients là-dedans, donc c'est assez fou. C'est qu'il y a quand même un gros besoin. Mais c'est parti justement du principe de se dire, j'ai une méthode, je veux la déposer sur le marché et je vais commencer comme ça. Et en fait, tout le chemin, il s'est fait progressivement. Et c'est aussi là, je pense qu'un message qui est intéressant pour les auditeurs, c'est pas du jour au lendemain, j'ai compris comment ça fonctionnait. En fait, ça a mis des mois, voire des années. Et c'était plein de petits déclics à chaque fois, jusqu'à encore l'année dernière. Je pense qu'on va y arriver, hein, mais l'accès à l'immobilier, en fait, suisse, qui pour moi, c'était impensable et impossible. Parlons peut-être juste d'investissement, peut-être. Bien sûr, tout ce qu'on dit ici, c'est pas un conseil en investissement, c'est important de le rappeler, mais j'aimerais savoir un peu, est-ce que tu peux nous raconter un investissement que tu regrettes vraiment? Nvidia. Nvidia. Pourquoi? Ouais, bah en fait, ça a fait tellement de up and downs et j'ai pas acheté à un moment où enfin, c'était déjà en haut, en fait. Enfin, c'était déjà tu sais, j'ai pas acheté quand, c'était, tout en bas et évidemment, en bourse, ben, voilà, faut pas réagir avec les émotions, faut laisser. Mais en fait, j'ai regardé cette action se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et j'étais là: «Not for me» et du coup, j'ai vendu, j'ai pas gagné d'argent et voilà. Ouais, comme on dit, buy high, sell low. Ouais, pas du tout, le bon truc. Bon, bah écoute, peut-être on peut rentrer un peu dans le vif du sujet, entre finances personnelles, contenu et communauté, un peu ce que tu fais aujourd'hui. Je voulais savoir qu'est-ce que tu fais vraiment aujourd'hui? C'est faire de dire que j'ai plusieurs casquettes et en fait, j'aime beaucoup dire que j'ai pas encore officiellement la liberté financière, mais par contre la liberté de ma vie, je l'ai quand même très très bien. Et aujourd'hui, je fais vraiment beaucoup de choses que j'aime. Donc gérer une entreprise, ça fait partie des choses qui me font vibrer. L'équipe en fait que j'ai à gérer aussi. La création de contenu, je trouve ça très chouette. Et finalement, le mot qui réunit un petit peu tout ça, parce que je fais aussi du consulting avec les clients où je les conseille sur la manière de gérer leur entreprise. Le mot-clé dans tout ça, c'est la transmission. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué depuis mes débuts, surtout avec Coach ton budget sur TikTok. D'où le moment où tout a décollé, on va dire, c'était là. C'était la transmission, c'est de se dire, il n'y a aucune nécessité pour moi de garder les informations pour moi. Donc je vais les transmettre à qui a envie de les entendre.
Et comment on reste crédible quand on est sur ces réseaux? Parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui parlent de tout. Comment toi, tu t'es dit, tiens, je vais prendre tout ce que je dis et en faire un business qui est clair et puis qui répond à des vraies questions des gens? C'est une super bonne question parce que j'ai vu l'évolution. Au début, si tu veux, je faisais des vidéos vraiment de manière à l'arrache. Enfin, je les fais toujours un petit peu à l'arrache. Mes stories sont particulièrement à l'arrache. Je faisais des vidéos à l'arrache. Et j'ai senti que à l'époque, j'avais pas forcément toute la crédibilité du monde. Surtout que je parlais vraiment essentiellement de budget. Au fur et à mesure du temps, le niveau de qualité est monté dans la production des contenus, dans les conseils également, parce que moi aussi j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en expertise, j'ai accompagné beaucoup de gens. Donc le niveau est monté. Et là, je pense que j'arrive à un moment où il a fallu faire des choix. Je veux dire, j'étais influenceuse avant, j'ai décidé d'arrêter parce que je peux pas commencer à prêter mon image à tout le monde et à n'importe qui. Donc il y a eu des choix, mais il y a aussi une crédibilité qui a augmenté avec l'expérience, quoi. Puis je pense aussi que oui, j'ai passé 30 ans l'année dernière, mais je veux dire, je vais aussi rester moi-même. Je suis quelqu'un qui me prend pas forcément trop au sérieux, je suis quelqu'un de naturel et ça doit rester avec la crédibilité. Puis ça se prête à ça, c'est aussi être proche des gens quand tu es Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est complètement, ouais. important. Et puis les gens te comprennent un petit peu mieux quand tu es un peu plus proche de leur situation, je suppose. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant avec ton contenu, c'est que tu nous parles ouvertement de tes problèmes, problématiques et tout ce que tu apprends aussi. Je pense que ça passe par ça, non? On avait parlé avec un autre influenceur récemment dans l'épisode en anglais, Thomas par Coyote, qui nous disait justement que ce qui a fait son succès, c'est qu'il a parlé de ses erreurs aussi. Il les mettait en ligne. Et d'ailleurs, si on veut retrouver ce qu'il a fait de faux, on peut tout voir sur YouTube. Et c'est un peu ça, je suppose, ce que tu as fait. En fait, j'ai pas donné juste des tips, j'explique le processus. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec l'achat immobilier, où justement on va documenter le processus. À l'heure actuelle, je ne sais pas si on fait des erreurs, le temps nous le dira, mais c'est vrai que je suis assez ouverte. Bon, aujourd'hui, financièrement, je vais effectivement partager des erreurs d'un point de vue un peu plus high level, parce qu'on parle quand même de structure juridique d'entreprise, on parle de choses un petit peu plus loin, on va dire. Mais je suis hyper transparente avec tout le processus. Et ça, les gens, je pense qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça, que du coup je crois qu'ils aiment bien le fait de se rendre compte de ce que ça représente en fait. Ça représente quoi pour toi alors de l'éducation financière? Imaginons, tu faisais pas ça, qu'est-ce que tu penserais de l'éducation financière? Ah, c'est une très bonne question. Franchement, je me suis jamais sortie du bocal pour m'auto-juger. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est un parti pris. Parce que j'ai conscience que ça passionne pas tout le monde, l'argent. Moi, je trouve que ce qui est passionnant, c'est la versatilité du sujet. Ça peut être un sujet émotionnel, ça peut être un sujet pragmatique, ça peut être un sujet tabou, ça peut être tellement de choses. Et du coup, ça lui donne beaucoup de dimensions qui le rend passionnant. Et en fait, à chaque étape, tu vois, au début, tu fais attention à ton budget, ensuite tu commences à investir. Potentiellement, tu deviens entrepreneur pour gagner plus d'argent. Attention, c'est pas forcément un conseil, c'est pas à donner à tout le monde de faire ça. Et là, aujourd'hui où j'en suis, j'utilise tout ce que j'ai fait pour me propulser au niveau supérieur d'un point de vue liberté financière. Et en fait, à chaque étape, tu découvres plein de choses merveilleuses. Et je vais dire un truc qui va être très putaclic. Des conseils de riches pour rester riche. Et tu ouvres la boîte de Pandore et tu te rends compte, waouh, il y a tout ça. Tu parles souvent en fait d'indépendance financière au final dans cette éducation financière. Pour toi, c'est quoi en fait l'indépendance financière? L'indépendance financière, pour moi, c'est le fait d'avoir un contrôle sur ton argent, sur la manière de le gagner et surtout, du coup, de t'apporter la liberté que tu cherches dans ta vie. Donc, de ne pas être en prison avec ta vie actuelle. Je sais que pour certains, c'est un certain montant par mois qui tombe avec ne plus avoir besoin de travailler. Moi, ça fait partie de mes définitions également. C'est-à-dire que si demain, je veux aller faire du ski et puis pas travailler, ça fait partie de ma liberté financière. Aujourd'hui, je trouve que j'y suis à un certain pourcentage. D'ailleurs, je n'ai jamais calculé le pourcentage exact, mais on va dire que j'y suis dans le sens où la boîte commence à tourner sans que je sois tout le temps au four et au moulin partout. J'ai de la marge pour investir et du coup créer un revenu passif. Donc, je commence de plus en plus à y arriver. Derrière, il y a des calculs savants quand même, mais je les regarde pas tous les jours. C'est quoi les calculs savants? C'est un mix, en fait, pour moi, une diversification dans mes sources de revenus. Alors, il y a un côté, j'aime bien dire, la bourse, elle m'apporte la patience, parce que ça prend le temps que ça prend de grandir. Moi, je pose, j'y touche plus. Je suis pas quelqu'un qui bouge mes investissements. Le business, il apporte l'accélération. Parce que si c'est bien géré, tu as vraiment un gros accélérateur d'un point de vue revenu. Et l'immobilier, ça apporte une certaine stabilité. Où ton cash, il est posé. Ça nécessite ce que ça nécessite en termes de gestion. Mais c'est vraiment une plus grande stabilité. Et pour moi, c'est cette diversification qui fait que les 3 domaines sont intéressants à exploiter, qui me donne à moi mon calcul, on va dire. Pour toi, c'est quoi le chemin de l'indépendance financière quand tu commences de zéro? Là, tu as un peu d'expérience, tu peux parler à des gens qui
potentiellement veulent se lancer dans un projet, etc., être indépendant financièrement. C'est quand qu'on se dit on est sur le chemin de l'indépendance? Maintenant, je vais parler de mon expérience perso. Moi, je me suis pas sentie sur le chemin de la liberté financière pendant très longtemps. C'était que vraiment l'année dernière où je me suis dit it's happening. Et je me suis dit waouh, en fait, c'est beaucoup plus proche que ce que je ne le pensais. Aussi, de manière pragmatique, c'est qu'à la base, je pensais ouais, mais attends, tu gères ton truc, c'est bon, ça roule. Et puis tu vas progressivement vers ton objectif à partir du moment où tu es discipliné. Mais en fait, il y a quand même un grand besoin d'état d'esprit aussi, tu sais, de mindset par rapport à l'argent et de blocage à débloquer. Et moi, je les ai débloqués un peu naturellement, mais je me rends compte que chez certaines personnes, c'est pas le cas. Donc, je dirais que déjà, le déclic de l'éducation financière, de gérer son budget, etc. S'intéresser à la bourse, commencer à investir, faire ses calculs. Et ce qui doit leader tout ça, c'est ta vision de ce que tu veux faire dans ta vie. Ça doit être vraiment le fil rouge de j'ai cet objectif dans X temps, que ça reste en fait ton mantra pour y arriver. Et après, c'est des petits objectifs au fur et à mesure, parce qu'un seul et unique objectif, ça t'amènera pas à la liberté financière. C'est marrant, c'est un peu ce qu'on avait dit avec plusieurs personnes dans ce podcast. C'est au final, ça dépend de toi, ça dépend toujours de ce que tu veux apprendre et comment tu t'éduques. Et c'est important parce que personne ne peut le faire pour toi. En tout cas, beaucoup de gens confondent budget, investissement, liberté financière, et je peux comprendre, hein, au final, c'est un peu confus. Mais est-ce que tu peux situer un peu la différence selon toi entre ce que c'est faire un budget, investir, liberté financière? C'est un peu des termes comme ça qui ressortent. Pour moi, le budget, c'est juste de la gestion. C'est vraiment juste comment tu gères ton truc. Ça sert à rien d'investir si tu sais pas gérer, par exemple, parce que tu vas repiocher dedans, tu vas avoir des décisions émotionnelles, etc. C'est un peu la base, le pilier numéro 1. L'investissement, c'est l'accélération où tu vas commencer à comprendre que cet argent, pour qu'il se développe tout seul, tu le places en bourse, en immobilier, en crypto, whatever you decide. Et là, il commence à prendre un volume plus intéressant que s'il était posé sur un compte en banque. Et la liberté financière, je pense que c'est vraiment prendre le contrôle de ce que tu veux faire dans ta vie. Et on parle de liberté financière, mais en fait, la liberté financière, ça pourrait être quitter son job partiellement ou faire un 50%, un 80%. Ça pourrait être partir faire le tour du monde. Enfin, s'offrir en fait cette liberté peut-être temporelle que l'argent va nous apporter, tu vois. Et c'est pour ça que c'est le dernier step. Enfin, c'est le step ultime dans les 3. C'est le final boss. Le final boss. On entend souvent le FIRE. Ouais. FIRE number, c'est quoi? Tu peux peut-être expliquer? Même moi, je suis pas forcément... Tu sais pas ce que c'est? Le FIRE number, non? J'entends souvent FIRE, oui. Alors, l'indépendance financière, en fait. Ouais. Mais le nombre lié à ça, c'est quoi? En Suisse, il me semble qu'on l'estime à... Enfin, c'est le nombre qui va te permettre de payer toutes tes factures, en gros. Donc, ça dépend où tu habites. À Genève, à mon avis, il est très élevé, ce FIRE number. Mais en Valais, typiquement, ça va très certainement choquer les gens. Moi, mon budget mensuel en Valais, j'ai un tout petit loyer, j'ai pas beaucoup d'assurance maladie, je dépense 1667 francs par mois pour vivre. Voilà, on a fait un budget picobello avec mon copain, on est 2 aussi, donc ça divise les factures, effectivement. On a un budget picobello, on sait exactement ce qu'on dépense. Je fais pas grand-chose à part travailler, donc ça fait que je dépense pas beaucoup d'argent de toute façon. Je pars pas des masses en vacances, donc voilà. Et bref, du coup, on pourrait dire que mon FIRE à moi, c'est d'avoir 1700 francs par mois, et du coup, d'aller chercher ce rendement-là mensuel dans un investissement. D'accord, ouais. Et du coup, ce financement se fait automatiquement de tous ces frais fixes, en fait. Oui, mais on va chercher aussi à ce que l'investissement annuel, on va dire, il s'auto-compense, tu vois, parce que sinon tu grignotes dans ton investissement, en fait. Et si tu te projettes dans 5-10 ans avec tous ces projets, c'est quoi, en fait, le but au final? Parce qu'à un moment, tu vas arrêter de travailler, non? Moi, j'aimerais bien arrêter de travailler. C'est le but, non? Ouais. Non, Ok. je pense pas arrêter de travailler net, mais c'est très clair dans ma tête. Là, pour l'instant, je suis en train de monter une holding et puis pour avoir déjà aussi ma société immobilière dedans et puis voilà, faire du micmac assez connu des experts. J'aimerais potentiellement, dans les années à venir, pouvoir détenir plusieurs sociétés, aider des projets, devenir business angel, en fait, finalement, aider vraiment des jolis projets à naître en Suisse. Et en fait, pour moi, ça va être cette richesse, cette variété de rôles qui sera important. Et puis surtout de pouvoir vivre où j'ai envie de vivre, avec les bonnes personnes que j'ai déjà auprès de moi. Et CTB, on verra, mais CTB, c'est un peu mon petit bébé. J'ai pas l'intention de le scaler à fond. On est déjà râlé pâquerette avec... on a vraiment beaucoup de clients, donc c'est bien. Et j'aimerais continuer une croissance organique comme ça et puis pas pousser le bouchon pour avoir une liberté dans ma vie déjà, d'ores et déjà, et dans 5 ans encore. Mais en tout cas, de ce que j'entends, c'est que
t'aimes bien l'éducation, en fait. T'as envie de continuer à éduquer les gens ou à aider les gens. Tu dis business angel. Ouais, la transmission. Ouais, exactement. Je te verrais bien dans Shark Tank, tu vois. Je sais plus comment c'est. En français, c'est pas ouais. Qui va être mon associé? Ouais, je crois, ouais. Ouais, franchement, ouais, s'il y a Qui va être mon associé en Suisse, j'ai déjà 2-3 personnes à qui je pense qui Ouais. on pourrait faire juge. Ouais, mais il y a une version en suisse allemand. Il y a Faut une juste version- te mettre en Ils suisse sont allemand. trop Ouais. forts. Est-ce que, toi qui es aussi influenceuse, je pense que c'est aussi quelque chose que tu as envie de continuer à faire, être public. Est-ce que tu as déjà senti que le fait d'être public comme ça pouvait aussi nuire à ta légitimité dans l'éducation et dans tout ce que tu veux amener au monde? Oui et non, mais plus non. Oui, parce que parfois, c'est un poids à porter sur ses épaules. Je veux dire, on te reconnaît, tu fais plus tout ce que tu fais normalement. En Suisse, quand même, il y a ce truc t'es tranquille quand même. Tu vois, c'est pas parce que t'es connu sur les réseaux qu'on va te faire chier à tout bout de champ. Ou... On me reconnaît parfois dans la rue, dans les events, on vient vers moi. Enfin, c'est cool, en fait, c'est sympa. Mais c'est quelque part, moi, je suis quand même, ça se voit pas, mais je suis très introvertie. Et je suis méga introvertie. Et en fait, au tout début, il a fallu un peu casser le truc en mode, bon, ben maintenant, t'as plus le choix. Les gens, ils t'identifient aussi à une image et enfin, ils te mettent quelque part dans leur esprit. C'est pas moi qui suis responsable de ça, mais ça fait qu'il y a une petite pression quand même qui s'installe. Je ne pense pas que ça m'a porté préjudice dans le sens où le fait que je sois authentique, honnête, tout ça, ça apporte le personnage tel qu'il est. On aime ou on n'aime pas. Et je pense qu'au contraire, ça m'a apporté beaucoup d'opportunités de transmettre le message que je cherche à transmettre. Et c'est quoi le message? Éduquez-vous financièrement, réalisez vos projets de vie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être se voit pas là-dedans ou a peut-être envie de prendre un petit peu de cette vie indépendante financière mais a envie de rester salarié? Mais c'est OK. C'est OK selon ouais. toi? C'est ouais. Bien sûr. En fait, je pense qu'on se met beaucoup la pression. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé au début, tu vois, quand je te disais que j'y croyais pas, c'est que je voyais la montagne, en fait, et je me disais, c'est pas pour moi. Et je pense que c'est OK de dire c'est pas pour moi. C'est juste faire son chemin à son rythme, avec ses propres obstacles, c'est super important. Et ça nous permet aussi de me poser les bons pions de manière réfléchie et puis pas agir trop vite parce qu'on veut le haut de la montagne, quoi. Moi, j'ai envie de revenir en arrière. Ah. Un retour en arrière un peu de... Maintenant qu'on sait ce que tu as fait et comment tu t'es développé, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu as commencé aussi. Tu dis que tu pars de rien. C'est souvent des belles histoires aussi, hein, de dire qu'on est parti de rien. Je suis curieux de savoir comment, en fait, tu as eu l'étincelle de te dire déjà, je vais être public avec mes erreurs, avec tout ce que je connais pas. Faut aussi l'avouer aux gens. Hein. T'arrives publiquement et tu dis, je connais rien. C'est difficile. Ouais, j'ai pas trop eu le syndrome de l'imposteur, j'avoue. En gros, les tout débuts, faut te dire, j'ai confectionné Coach ton budget, la méthodologie. À l'époque, on parle d'il y a 3-4 ans, 2022, même pas, tu vois. Il n'y avait pas encore l'IA. Enfin, l'IA existait, mais pas Public, en pas tout cas. public pour tout le monde. Donc moi, j'avais tout fait moi-même. J'avais tout monté moi-même, mes vidéos. Je me suis retrouvée avec tout sur ma plateforme. Et là, je me suis dit, mais en fait, il me faut des clients si je veux vendre mon truc. Je me suis mise sur TikTok et j'ai expressément laissé les vidéos. Elles sont encore disponibles, mes toutes premières vidéos. Mais c'est pépite. C'est, si vous voulez devenir riche en 2023 avec moi, suivez-moi. Ouais. C'est que ça. Mais t'es pas riche, mais tu le dis quand même. Oui, c'est que ça. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos toutes simples de 3 raisons pourquoi votre budget ne fonctionne pas, etc. etc. Donc j'étais très forte en hook et en contenu. Et je pense qu'aussi les gens ont aimé la pédagogie derrière qui était assez simple, la facilité de parler d'argent. Et ça a explosé. Ça a explosé sur les réseaux sociaux, mais je pense que tu as aussi remplacé une partie du rôle traditionnel de conseiller un peu. Hein. C'est toutes ces institutions qu'on voit en matière d'éducation financière. Toi, tu es arrivé avec ton téléphone, tu as dit « Je connais rien, mais peut-être que je vais vous apprendre quelque chose ». C'est quand même rigolo comme concept. Et déjà, merci d'avoir partagé tout ça, c'est cool. Moi, j'ai appris pas mal de choses. J'ai téléchargé tes petits documents. D'ailleurs, peut-être tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent retrouver tout ce que tu fais. Donc, tu as Coach ton budget, c'est ça? Et Coach ton business. Ouais, mais en fait, j'ai aussi Coach ta bourse. Coach ta bourse, c'est un produit qui est venu assez rapidement après Coach ton budget parce que je me suis dit... la bourse, ça inquiète beaucoup de gens, c'est pas du tout inquiétant, c'est relativement facile en fait quand tu apprends les bases. Je vais transmettre ça, les bases. Voilà. Donc c'est très très simple. Et en vrai, à ce jour, je n'ai pas changé
Je n'ai pas évolué dans ma manière d'investir. C'est-à-dire que j'investis comme j'investis dans Coach ta bourse. C'est tout. Bon, bah, c'est bon de savoir. Et puis, c'est surtout les réseaux sociaux, je suppose. Ouais. TikTok, Instagram, on a été élus. Et d'ailleurs, je crois qu'on vous a. Non, vous avez gagné aussi le meilleur du Oui, podcast. le Mais meilleur du catégorie podcast, ouais. actualité, non? Ouais, je crois, ouais. News, ouais. Bon, moi, j'avais gagné la catégorie business. Bah, félicitations à nous deux, alors. Félicitations. Et moi, tu parles de nous. Allez, parlons un peu de nous. Swissquote, nous, on sort des outils d'investissement de plus en plus personnalisés, automatisés, avec de l'IA, etc. Pour toi, qu'est-ce qui manque encore pour démocratiser encore plus l'investissement? Selon moi, il y a une peur. Alors, ça dépend quel marché vous visez, mais si on parle vraiment de du marché large, vraiment tout le monde, je pense qu'il y a encore une grande peur sur ce que représente l'investissement. Et tu vois, si je te parle de mes peurs à moi, c'est pour les riches et c'est réservé aux riches. Et je l'ai constaté avec les conversations que j'ai eues avec des clients qui me disent « Non mais moi, je ne vais pas prendre Coach ta bourse parce que l'investissement, c'est pas pour moi. » En fait, c'est pas que c'est pas pour toi. Regarde à quoi ça sert et tu verras que c'est pour toi finalement, que tu peux avoir quelque chose dedans. Donc c'est un manque d'éducation vis-à-vis de ce que c'est et ce que ça représente. Et on va presque toucher à comment notre système économique fonctionne. Parce que tu commences à t'intéresser à la bourse, il faut t'intéresser au capitalisme. Et du coup, ça, les gens, ça les trigger un petit peu, tu vois. Moi, je pense qu'aussi, l'histoire de la valeur n'est pas que monétaire. Souvent, quand on parle d'argent, on pense qu'il y a que ça qui a de la valeur, mais la valeur des choses est aussi importante. Je pense que les gens n'ont pas la même approche. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est bien d'éduquer les gens, mais de s'éduquer surtout. C'est un sujet qui paraît compliqué aussi, la finance, mais c'est très, on va dire, actuel et lié à l'actualité et à tout ce qui se passe dans le monde. On s'intéresse souvent à la politique, d'ailleurs, c'est fascinant. Beaucoup de gens ont une opinion politique, mais l'argent est très lié à ses opinions aussi. On a du mal quand même à forecaster. Là, j'ai vu vos articles en début d'année sur... cette année, je crois que c'était You qui disait, je ne sais pas si c'était vous, Swissquote, mais cette année, normalement, ça va, ça devrait aller. Ouais, mais on a quand même un monsieur aux cheveux orange qui fait un peu n'importe quoi et qui régit quand même des grosses places boursières qui sont pleines de big tech, Enfin bref, il se passe des choses qui aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à complètement... maîtriser, et ça inquiète vraiment les gens. Et il y a toujours ce truc du c'est pas le bon moment, il faut pas acheter maintenant, il faut pas le faire maintenant parce que c'est pas connu et c'est mal maîtrisé. C'est intéressant ce que tu dis, et on en avait parlé avec Issa à l'un des premiers épisodes de podcast. Ce qui est important de savoir, c'est que sur une longue durée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. L'actualité est très liée à la finance, et la finance est liée à l'actualité. La finance, c'est juste représentative de ce qui se passe. Et la bourse, c'est ça aussi. C'est une représentation du monde et de ce qui se passe, comme tu dis, dans le monde capitaliste, mais dans le monde en général, parce que tout le monde gagne de l'argent, tout le monde veut en gagner et tout le monde dépense. C'est très macro ce que je dis, mais je pense que l'important, c'est surtout de savoir où on se place, nous, dans ce monde-là. Chacun a ses choix et ses manières de faire en fonction du pays dans lequel on vit. Mais oui, c'est vrai que c'est souvent lié à l'actualité. Maintenant, si on fait un step back et qu'on réagit personnellement à ça, moi je pense que c'est intéressant de parler de valeur des choses. C'est quoi pour toi la vraie valeur des choses? Moi, j'apporte de l'importance aujourd'hui à mon temps. Et je me suis quand même relativement bien dématérialisée. Donc, pour moi, les investissements que je vais faire, mais de manière générale, je te parle même pas que bourse ou comme ça, les investissements que je vais faire, je considère mon temps comme un investissement aujourd'hui, par exemple. Mais ça vient du fait que voilà, je dois gérer beaucoup de choses en même temps. Donc, le temps a une valeur exceptionnelle pour moi, vraiment. Ça veut dire que les temps passés avec les gens que j'apprécie, si on remonte un petit peu plus loin dans mon histoire de vie, je me suis sentie très seule, très souvent. Je me suis sentie un peu mal aimée, comme dirait Claude François. Et je me suis sentie alien, en fait, très souvent. Et de manière complètement subjective, parce que c'était pas le cas. Et d'avoir construit un petit peu mon bébé, mon empire aujourd'hui, je me sens plus du tout comme ça. J'ai eu beaucoup de sollicitations, beaucoup d'opportunités. Et ça me donne le choix d'être avec les personnes que je chéris, qui me voient et que je vois. Et tu vois, ça donne ce truc de valeur d'un point de vue humain et d'un point de vue temps. Et la même chose avec les clients, tu vois. Je ne vais pas convaincre un client qui n'est pas sûr de travailler avec moi, en fait. Parce qu'on a tous les deux des choses à s'apporter et je veux qu'il puisse le voir, tu vois. Donc ça, je dirais que c'est une valeur d'un point de vue temps. Maintenant, sur les choses et le matériel, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de mon endroit, tu vois. Le Valais, les montagnes, le ski, tout ça. Moi, c'est hyper important. Du coup, ça tombe plutôt sur de l'expérience. Mais j'aime avoir mon petit chez moi qui est décoré comme j'ai envie, avec mon chéri, des choses comme ça. J'ai de la valeur sur ça.
Et après, j'ai de la valeur dans le confort. Donc, j'ai acheté l'année dernière la voiture de mes rêves. C'était mon petit confort. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps qui est exceptionnel et tu es exceptionnel aussi pour nous. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous dans ce podcast. On aime bien faire des choses à la fin du podcast, poser des questions très rapides, Allez, avec des questions très rapides pour avoir ton opinion. on n'a pas le time. On n'a pas le time. Rapid fire questions. Investir dans la bourse ou investir en soi-même? D'abord en soi-même et après la bourse. Vidéo courte ou long format? Long format. Long format, Ouais. c'est là que tu te diriges un peu avec ton contenu maintenant, ou je sais qu'on te voit beaucoup sur des shorts, sur des Instagram, etc. Le long format est plus qualitatif. Après, on fait les deux. Mais moi, quand même, j'ai plus de kiff à blablater dans un podcast où je vais donner plein de choses gratuitement. Livre ou podcast, du coup? Livre. L'action de ton portefeuille qui performe le mieux? Non, mais là, c'est la honte. J'ai qu'une seule. J'ai un ETF, le Vanguard All World, qui se réinvestit là. Le classique. Ouais, c'est Ouais. tout. Et c'est mon banger depuis 5 ans. Et voilà. Coacher un business ou coacher un budget? Coacher le budget d'un business. Bon, Janice, merci beaucoup d'avoir fait ce podcast avec nous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, toujours un plaisir d'avoir des invités comme toi. Merci, Igor. Tu as peut-être Merci un dernier mot à nos auditeurs et auditrices? Déverrouiller votre mindset avec les thunes. Je pense t'as pas beaucoup d'invités qui parlent comme ça de l'argent, de manière un peu décomplexée. Mais c'est ce qu'on veut, on aime bien. Ouais, moi je pense que c'est ça ce que j'apporte d'un peu différent. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de vulgaire, ça veut juste dire que j'essaye d'ouvrir vos chakras de la thune. Alors ouvrez vos chakras à la thune et merci beaucoup d'avoir suivi Unlocked. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, mais principalement sur YouTube où on a tout plein d'épisodes dans différentes langues et plein d'autres émissions. Merci encore. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.